Tu livres toujours des pizzas. Mon oncle a ri devant tout le monde. J'ai juste souri. Puis la fiancée de mon cousin est entrée, a croisé mon regard. Et a pâli. Il a sorti son téléphone, a cherché mon nom sur Google, et toute la pièce est devenue silencieuse. Je n'oublierai jamais la façon dont mon oncle a ri ce soir-là, comme s'il venait de raconter la meilleure blague du siècle. Tu livres toujours des pizzas. A-t-il dit assez fort pour que tout le monde l'entende, sa voix suintant une fausse pitié. Puis il a ajouté, eh bien, je suppose que quelqu'un doit le faire. Quelques personnes ont ricané avec lui, ne sachant pas si elles étaient censées le faire. J'ai juste souri, gardant mes mains dans mes poches, jouant le mec cool comme je le fais toujours. Mais à l'intérieur, quelque chose de vif s'est tordu dans ma poitrine. Pas de l'embarras, pas de la honte, juste cette profonde et familière morsure d'être sous-estimé. Encore. Mon nom est Dylan. J'ai 27 ans. Et oui, pendant un temps, j'ai livré des pizzas, mais ce n'est pas vraiment toute l'histoire. Loin de là. Laissez-moi rembobiner un peu car la vérité ne frappe pas aussi fort si vous ne connaissez pas toute la situation. J'ai grandi dans une famille assez bruyante et pleine d'opinions. Vous connaissez le genre. Tout le monde a un avis sur ce que vous devriez faire, comment vous devriez vivre, et ils vous le donneront que vous le demandiez ou non, surtout lors des événements familiaux. Nous ne parlons pas de rassemblements chaleureux avec des jeux de société et de la tarte. Je parle de coups de coude, de droits de vantardise et de jeux de pouvoir subtils déguisés en préoccupation. Ça a toujours été comme ça. Mon père, avant de mourir, appelait ça la gentillesse compétitive, du genre « Oh, nous t'aimons, mais juste pour que tu saches, nous réussissons mieux que toi. » Après sa mort, les choses ont changé. Ma mère, que Dieu la bénisse, a essayé de maintenir la paix. Mais sans la présence apaisante de mon père, j'ai commencé à me sentir comme un étranger, surtout en présence de l'oncle Rick. C'est le frère cadet de mon père et le genre de type qui a atteint son apogée au début de la trentaine et n'a jamais cessé d'en parler. Il dirigeait une petite chaîne de garages automobiles et agissait comme s'il était Jeff Bezos. Ses enfants, mes cousins, sont allés dans des universités d'État, mais on aurait dit qu'ils sortaient de l'Ivy League à la façon dont ils se vantaient. Les barbecues de famille étaient essentiellement ses conférences TED personnelles. Puis il y a mon cousin Andrew, le golden boy de l'oncle Rick. Grand, suffisant, les cheveux parfaitement gominés. Il a 29 ans et travaille dans une compagnie d'assurance de second ordre, mais on pourrait croire qu'il est un loup de Wall Street. Nous étions proches quand nous étions enfants, jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il pouvait avancer en marchant sur les gens au lieu de les aider. C'est le genre de type qui vous ferait un faux sourire en vous piquant votre portefeuille. Alors, quand Andrew a annoncé qu'il se fiançait et qu'il y aurait une fête de fiançailles chez l'oncle Rick, j'ai failli ne pas y aller, mais maman m'a supplié. Elle a dit que ça signifierait beaucoup pour elle. Elle a dit qu'elle ne voulait pas que les gens pensent que j'étais parti faire je ne sais quoi. Je savais ce qu'elle voulait dire. Elle ne voulait pas qu'il spécule, parce que c'est ça le truc. J'avais été plutôt discret ces 2 dernières années. Profil bas, postant à peine en ligne, manquant les événements. Et oui, je les ai laissés croire ce qu'ils voulaient. Que je livrais encore des pizzas, que je n'avais pas encore trouvé ma voie, que je me la coulais douce. J'ai garé ma voiture à quelques maisons de là ce soir-là juste pour éviter la longue file de VUS de luxe alignée dans l'allée de l'oncle Rick. Je suis entré vêtu d'une chemise simple et propre et d'un jean. Rien d'extraordinaire, juste assez pour passer. L'endroit était bondé. Des guirlandes lumineuses dans le jardin, des amuse-gueules de traiteur cher, du jazz jouant depuis une enceinte Bluetooth. Ça puait l'élégance forcée. Et bien sûr, l'oncle Rick tenait le crachoir près du grill, une bière à la main, aboyant des blagues comme un comique de 3e zone. Il m'a repéré avant même que j'atteigne le patio. « Dylan !» a-t-il crié, d'une voix forte et théâtrale. Et, regardez qui est là. Tout le monde, faites place au prince de la pizza. Quelques têtes se sont tournées. Quelques rires polis. Ma mâchoire s'est crispée, mais j'ai souri. Content de te voir aussi, oncle Rick, ai-je dit en lui serrant la main. Il a souri, s'est penché et a ajouté à voix basse, j'espère que tu as apporté des coupons. Puis il a éclaté d'un autre grand rire comme si nous étions tous les deux dans le coup. Mais nous ne l'étions pas. Loin de là. Le fait est que j'aurais pu y mettre fin sur le champ. J'aurais pu dire quelque chose, clore le débat, mais je ne l'ai pas fait.
j'ai appris que parfois la meilleure vengeance n'est pas bruyante. Elle est silencieuse. Elle est patiente. Et elle attend le bon moment. Alors, j'ai souri. Ce sourire calme et étudié qui cache tout en dessous. Je me suis mêlé aux autres, j'ai salué quelques parents, j'ai fait un bisou sur la joue de maman et je lui ai dit que j'allais bien. La vérité, c'est que je bouillais. Pas à cause de l'insulte. Honnêtement, j'avais entendu pire, mais parce que ça me rappelait à quel point il ne m'avait jamais vraiment connu. Et c'est là que c'est arrivé. Environ 20 minutes plus tard, Andrew est sorti de la maison main dans la main avec sa fiancée. Elle était jolie, posée, un peu raide, comme si elle avait mémorisé tout ce qu'elle était censée dire avant d'entrer. Son nom était Tessa. Elle portait une robe couleur champagne et le genre de bijoux que vous achetez juste pour dire que vous les avez achetés. Elle a souri à la foule tandis que les gens applaudissaient et acclamaient. Mais ensuite, ses yeux ont croisé les miens et tout a changé. C'était comme si le temps avait eu un hoquet. Son expression est tombée. Pas de manière dramatique comme dans un film, mais juste assez pour le remarquer. Son sourire a tressailli. Sa prise sur le bras d'Andrew s'est soudainement relâchée. Ses pupilles se sont de nouveau tournées vers moi, se rétrécissant légèrement. Et puis elle a sorti son téléphone. Elle a tapé quelque chose, puis a fixé l'écran. Son visage est devenu pâle. Elle a donné un coup de coude à Andrew, lui a montré l'écran. Il a cligné des yeux, puis a froncé les sourcils, m'a regardé, a regardé à nouveau le téléphone, puis moi. La musique continuait de jouer. Les gens continuaient de parler, mais quelque chose dans l'air a changé, comme un nuage d'orage que personne ne pouvait encore vraiment voir. J'ai pris une gorgée de ma boisson et me suis appuyé contre la balustrade du patio, observant, attendant, parce que je savais exactement ce qu'elle avait cherché sur Google, et je savais exactement ce qui allait suivre. On pouvait sentir la tension se propager dans le jardin comme une vague silencieuse, même si personne ne disait encore rien. Pas directement, mais les regards ont commencé, de petits changements de posture. La façon dont Andrew continuait de me regarder avec des yeux plissés, comme s'il essayait de m'insérer dans un puzzle qui n'avait soudainement plus de sens. Je n'ai pas bougé, j'ai juste observé, attendu. Tessa lui a chuchoté quelque chose, puis s'est excusée et a disparu à l'intérieur de la maison. Andrew a semblé abasourdi un instant, puis a suivi, sans même essayer de le cacher. Quelques personnes ont remarqué, y compris l'oncle Rick, et ont penché la tête avec confusion. Il a marmonné quelque chose à un de ses copains, et ils ont ri à nouveau, faisant probablement une autre blague à mes dépens. Mais l'ambiance changeait. Pourtant, je n'ai pas dit un mot. J'ai juste laissé tout ça mijoter. On pourrait penser qu'une chose pareille, quelqu'un qui pâlit, chuchote, s'en va comme s'il avait vu un fantôme, pourrait susciter la curiosité, voire l'inquiétude, mais pas dans cette famille. Pas avec eux. Personne ne m'a demandé comment j'allais, ce que j'avais fait, si j'allais bien. Au lieu de cela, ils ont simplement repris leur programme, le small talk, comme si j'étais un personnage secondaire dans le film des meilleurs moments de quelqu'un d'autre. Je suis rentré quelques minutes plus tard pour prendre un verre. C'est là que je les ai vus, Andrew et Tessa, blottis dans le couloir près de la salle de bain des invités. Son téléphone était allumé, et le visage d'Andrew avait pris la même teinte d'incrédulité qu'elle avait eue plus tôt. Sa voix était basse, mais j'ai attrapé la fin d'une phrase en passant. Ça ne peut pas être lui. Il livrait. Il livre des pizzas, pour l'amour de Dieu. Tessa a juste secoué la tête. C'est lui, a-t-elle dit. C'est définitivement lui. J'ai continué à marcher comme si je n'avais rien entendu, mon cœur battant la chamade, mais mon expression calme. Cool. Maîtrisé. La cuisine était vide, heureusement. J'ai pris un soda dans le réfrigérateur et j'ai bu quelques gorgées lentes, respirant profondément, me recentrant parce que je savais ce qui allait arriver. Ça n'allait pas être dramatique au début. Personne n'allait crier ou jeter des verres. Ce n'était pas comme ça que cette famille fonctionnait. Non, ça allait être lent, contrôlé, manipulateur, la mort par mille sourires. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Au moment où je suis retourné dehors, les choses étaient différentes. Pas de manière bruyante, juste subtilement fausse. Des gens que j'avais connus toute ma vie me lançaient soudainement ces sourires curieux, légèrement forcés. Le genre de sourire que vous faites quand vous prétendez ne pas savoir quelque chose de choquant. L'oncle Rick me regardait davantage maintenant,
tout comme la mère d'Andrew, tante Lise. Elle avait ce regard de fausse préoccupation qu'elle arborait toujours quand elle voulait pêcher les ragots sans en avoir l'air. Je me suis appuyé contre un poteau près des guirlandes lumineuses, regardant tout se dérouler. J'en avais fini de me mêler aux autres, fini de jouer le jeu. Et puis Andrew s'est approché. Il n'avait plus l'air suffisant. Il avait l'air confus et un peu en colère, comme si je l'avais piégé d'une manière ou d'une autre, comme si je lui devais une explication. Et, a-t-il dit, la voix tendue. J'ai haussé un sourcil. Et il a jeté un coup d'œil autour de lui, a baissé la voix. Alors, tu veux peut-être expliquer ce que c'est que ça? Il a brandi son téléphone. Sur l'écran, il y avait un article de Forbes. Pas un grand, juste un de ces articles secondaires qu'il publie parfois sur les entrepreneurs en plein essor. Mais oui, mon visage était là, mon nom, mon entreprise, et ce n'était que la version la plus douce de l'histoire. J'ai haussé les épaules. Tu m'as cherché sur Google. Je suppose que tu as trouvé. Il a semblé irrité. Et alors? Tu es resté assis là-dessus, laissant tout le monde penser que tu es toujours un livreur fauché? Laissant? Ai-je répété. Je n'ai pas exactement corrigé qui que ce soit, mais je n'ai jamais dit que j'étais fauché. Il a ri sous cape, mais ce n'était pas amusé. Tu es incroyable. On me le dit souvent, ai-je dit en prenant une autre gorgée de soda. Tu sais de quoi ça a l'air, n'est-ce pas? A-t-il lancé. Comme si tu essayais de nous faire passer pour des idiots. Vous n'aviez pas besoin de mon aide pour ça. Sa mâchoire s'est crispée. Tessa est paniquée. Elle a dit que tu étais à une conférence tech l'année dernière avec Elon Musk. Quoi? J'ai penché la tête, faisant semblant de réfléchir. Oh, oui. C'était amusant. Le type est bizarre en personne. Tu te fiches de moi, a-t-il grogné. Non, Andrew, vraiment pas. C'est alors que l'oncle Rick a rejoint la fête. Tout va bien ici? A-t-il demandé, se plaçant entre nous comme un arbitre. Sauf qu'il n'avait pas l'air inquiet. Il avait l'air curieux. Calculateur, comme s'il venait de sentir l'odeur de quelque chose de juteux et de chair. Tout va bien, ai-je dit avant qu'Andrew ne puisse répondre. L'oncle Rick m'a longuement regardé. J'ai entendu dire qu'il y avait une sorte de malentendu, a-t-il dit avec un sourire en coin. Je ne savais pas que tu étais le grand Manitou de la tech maintenant, Dylan? J'ai haussé les épaules. Je n'en parle généralement pas. Ça ne colle pas vraiment avec l'image du livreur de pizza. Il a ri. Mais cette fois, ce n'était pas moqueur. C'était inquisiteur. Tu nous as vraiment menés en bateau tout ce temps, hein? Non, ai-je dit calmement. Vous n'avez juste jamais demandé. Cette nuit aurait dû se terminer là. Mais bien sûr, ce ne fut pas le cas. L'histoire ne faisait que commencer à se dénouer, car une fois que Tessa et Andrew ont raconté leur version de ce qu'ils avaient trouvé en ligne, le reste de la famille a commencé à creuser aussi. Un cousin a trouvé une vieille interview de Bloomberg. Un autre a trouvé mon nom listé comme fondateur d'une start-up qui avait récemment atteint une valorisation à 9 chiffres. Et quand ils ont vu des photos de moi à des sommets, en costume, serrant la main de personnes qu'ils n'avaient vues qu'à la télévision, l'atmosphère a changé. Soudain, je n'étais plus l'échec. J'étais la variable inconnue. Ils ne savaient plus quoi faire de moi. Et c'est là que les masques sont vraiment tombés. Le lendemain matin, j'ai reçu un texto de ma mère. Elle disait que l'oncle Rick l'avait appelé. Il disait qu'il voulait qu'on se revoie correctement, qu'il voulait parler affaires avec moi. J'ai ri, je n'ai pas répondu, mais les appels ont commencé. Tante Lise, mon cousin Brandon, même Andrew, qui a laissé un message vocal étrangement cordial me demandant si je voulais déjeuner un de ces jours. J'ai dit non à tous. Je pensais que ce serait la fin, mais bien sûr, ils ne pouvaient pas laisser tomber. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une invitation de mariage par la poste. Andrew et Tessa, tenue de soirée, sans accompagnant. C'était bizarre, mais peu importe. Je n'avais pas l'intention d'y aller. Je l'ai mise de côté. 2 jours plus tard, j'ai reçu une note de suivi de tante Lise, manuscrite et remplie d'une fausse douceur. Nous serions ravis que tu viennes, Dylan. Peut-être pourras-tu enfin partager certains de tes projets avec la famille.
Tout le monde est si fier de toi. Je l'ai froissé et jeté. Puis ma mère a de nouveau appelé. Sa voix était basse, comme si elle ne voulait pas être entendue. Dylan, a-t-elle dit, sais-tu ce qu'il prépare? Non, et je ne veux pas le savoir. Elle a hésité. Ils ont dit aux gens que tu finançais le mariage. Je me suis figé. Quoi? Ils disent à tout le monde que tu as offert, que c'était ta façon de montrer ta gratitude à la famille, que tu veux renouer les liens. Mon sang s'est glacé. Je n'avais pas parlé à Andrew depuis cette nuit-là. Je n'avais fait aucune offre. Je n'avais même pas répondu à l'invitation. Mais ils se servaient de moi, de mon nom, de mon argent pour rehausser leur statut. Ce n'était pas seulement de l'abus. C'était une trahison. Mon pouls battait dans mes oreilles tandis que maman continuait. Point, ils ont laissé entendre que tu allais parler à la réception, que tu allais faire un grand discours sur la famille, le succès et les secondes chances. J'ai raccroché. Cette nuit-là, j'ai fixé le plafond pendant des heures, retournant tout dans ma tête. Les mensonges, la manipulation, la fausse gentillesse, les années de mépris suivies d'un désespoir soudain. Ils n'avaient pas changé. Ils avaient juste recalculé. Et ils pensaient que j'allais jouer le jeu. Ils pensaient qu'ils pouvaient instrumentaliser mon succès. Le même succès dont ils se moquaient quand j'étais fauché, fatigué et que je livrais des pizzas sous la pluie. Ils pensaient qu'ils pouvaient à nouveau me contrôler. C'est là que j'ai pris une décision. Pas par dépit, pas par orgueil, mais parce que certaines personnes n'apprennent qu'à la dure. J'ai commencé à passer des appels. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Pas parce que j'étais en colère, même si je l'étais, mais parce que quelque chose de plus profond avait changé en moi. Ce moment où ma mère m'a dit qu'ils utilisaient mon nom pour financer leur image, ça a brisé quelque chose. Pas de manière dramatique à tomber par terre, plutôt comme un éclatement silencieux, une prise de conscience que j'essayais de fuir depuis des années. Je n'avais jamais vraiment fait partie de cette famille, du moins pas de la manière qu'ils prétendaient. Je pense qu'au fond de moi, je l'ai toujours su. Je continuais juste à espérer que les choses s'amélioreraient avec le temps. Que si je travaillais assez dur, si je réussissais assez brillamment, ils finiraient par me voir. Pas comme le gamin sous-performant dont le père est mort trop jeune. Pas comme le livreur de pizza. Pas comme le conte moralisateur, juste comme Dylan, comme moi-même. Mais ce moment, en entendant qu'ils avaient construit tout un récit autour de moi à mon insu, pour leur propre bénéfice, a balayé tout ça. Il n'y avait plus d'espoir, plus d'attente. Je devais faire un choix. Jouer le jeu et maintenir la paix ou enfin m'éloigner et prendre le contrôle de l'histoire. C'est là que j'ai commencé à passer des appels. Mais avant d'en arriver là, je dois expliquer quelque chose. Voyez-vous, la partie qu'ils n'ont jamais su, la partie sur laquelle ils ne se sont jamais souciés de poser des questions, c'est ce qui s'est passé après que j'ai touché mon point le plus bas. Ils savaient que j'avais livré des pizzas quelques années auparavant. Bien sûr, cette partie était vraie. Ce qu'ils ne savaient pas, c'était pourquoi. 2 ans après avoir obtenu mon diplôme universitaire, j'ai tout perdu. J'avais accepté un emploi dans une start-up prometteuse de la fintech dès la sortie de l'école. Ce n'était pas glamour, mais je croyais aux produits et aux gens. Je m'y suis jeté à corps perdu. De longues nuits, pas de week-end, investissant mon âme dans quelque chose que je pensais important. Mais ensuite, le financement s'est tari, le PDG a fait défection, les investisseurs se sont retirés, et d'un coup, j'étais au chômage. J'ai essayé le freelancing, la consultation, je me suis endetté pour rester à flot. Mes économies se sont évaporées plus vite que prévu, et ma fierté m'empêchait d'appeler à la maison ou de demander de l'aide. Je ne voulais pas de leur pitié, surtout pas celle de Rick, alors j'ai ravalé ma fierté et j'ai accepté n'importe quel travail que je pouvais trouver. La livraison de pizza était stable. Ça payait juste assez et ça me donnait le temps de réfléchir. Les gens supposent toujours que ces emplois sont le bas de l'échelle, mais j'ai rencontré certaines des personnes les plus ancrées et travailleuses pendant ces services. Le vieux type des tournées de fin de soirée qui apportait de la sauce supplémentaire au cas où. L'étudiant qui avait abandonné ses études et qui pouvait reconstruire un moteur de moto à partir de rien. La mère célibataire qui jonglait avec 2 emplois et riait toujours plus fort que n'importe qui d'autre dans le personnel. Ils m'ont appris plus sur la débrouillardise et la dignité que n'importe quelle salle de conseil ne le pourrait jamais. C'est pendant ces services de fin de soirée que j'ai commencé à esquisser des idées,
des concepts, des modèles économiques. Je rentrais vers 2 heures du matin, je m'effondrais pendant quelques heures, puis je me réveillais et je travaillais sur des prototypes. Je n'avais pas grand-chose, mais j'avais du temps et j'avais de la motivation. Finalement, une de ces idées a accroché. J'ai construit une version bêta, j'ai contacté un ancien professeur pour des conseils. Il m'a mis en contact avec un ancien étudiant devenu investisseur. Une présentation en a mené une autre et j'ai bientôt eu assez de capital d'amorçage pour embaucher une petite équipe. Nous avons travaillé depuis le sous-sol d'un ami pendant 6 mois. Ce n'était pas glamour, mais c'était réel et ça a grandi. Nous avons résolu un problème de niche dans l'authentification numérique et le bouche à oreille s'est répandu plus vite que prévu. Un gros client a signé, puis un autre. Puis une société de capital risque est venue frapper à la porte. Le reste s'est passé dans un flou. Nous avons grandi, nous nous sommes fait remarquer, nous avons levé une ronde de financement qui a fait tourner les têtes. Cet article de Forbes n'était qu'une note de bas de page, mais c'était la première fois que quelqu'un en dehors de notre monde voyait ce que nous avions construit. Et pendant tout ce temps, à chaque étape, à chaque percée, je me suis tué en ce qui concerne la famille. Non pas parce que j'essayais de cacher quoi que ce soit, mais parce que je savais qu'ils n'écoutaient pas. Ce qui nous ramène au mariage. Au moment où la date limite de réponse à l'invitation est arrivée, j'avais un plan. Pas par vengeance. Du moins pas seulement par vengeance, mais parce que j'en avais assez de faire semblant de ne pas m'en soucier. J'ai envoyé ma réponse. Présent. Sans accompagnant. Sans commentaire. Juste ce seul mot. Il voulait m'utiliser comme accessoire. Très bien. J'allais jouer le jeu, mais pas de la manière à laquelle il s'attendait. Le mois qui a précédé le mariage a été étrangement calme. Je n'ai plus reçu d'appels. Plus de textos. C'était comme s'ils retenaient leur souffle, attendant que les projecteurs s'allument. Je les imaginais répéter des discours, inventer des histoires sur notre proximité, sur la façon dont ils avaient toujours cru en moi, sur la façon dont la famille soutient la famille. Ça me rendait malade. Alors, je suis retourné vers les gens qui croyaient en moi. J'ai appelé mon ancien mentor. J'ai appelé mes cofondateurs. J'ai même appelé 3 de mes premiers collègues livreurs, oui, ceux de la pizzeria, et je leur ai raconté ce qui se passait. Et vous savez quoi? Ils m'ont soutenu. Nous avons réfléchi ensemble. Nous avons ri. Nous avons même fait des blagues sur le fait d'apporter une pizza à la réception juste pour marquer le coup. Mais sous l'humour, il y avait un sentiment de solidarité silencieux. C'étaient des gens qui m'avaient vu échouer, qui m'avaient vu me reconstruire à partir de rien, qui n'avaient pas besoin de gros titres ou de publications sur LinkedIn pour me valider. Ils connaissaient la vérité. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais ancré. J'avais passé des années à courir après le succès, pensant que cela comblerait le vide laissé par l'absence de mon père, les piques constantes de la famille, la déception silencieuse dans les yeux de ma mère. Mais le succès n'a rien arrangé. Ce sont les gens qui l'ont fait, les vrais. La veille du mariage, j'ai pris l'avion, j'ai pris une chambre dans un hôtel modeste de l'autre côté de la ville, pas le complexe de luxe qu'ils avaient réservé pour leurs invités de marque. Je ne voulais pas du panier de bienvenue. Je ne voulais pas du brunch de pré-mariage. Je voulais entrer dans cet événement en tant que moi-même, pas comme leur pion. Je portais un costume noir uni, sans cravate, sans marque de créateur, juste des lignes épurées et une confiance tranquille. Et oui, j'ai apporté autre chose. Nichée dans ma poche se trouvait une petite enveloppe, épaisse, lourde, bien scellée, mais nous y reviendrons plus tard. La cérémonie était correcte, ennuyeuse même. Andrew se tenait là, souriant comme s'il avait gagné à la loterie. Tessa avait l'air parfaite, soignée, robotique. Les vœux étaient d'une sincérité copier-coller. Personne n'a trébuché. Personne n'a pleuré. Les photos étaient trop posées. C'était exactement ce à quoi je m'attendais. La réception avait lieu dans un vignoble juste à l'extérieur de la ville. Cher, surdécoré, tout en rose blanche et quatuor à cordes. Le genre d'endroit où vous ne pouviez pas rire trop fort sans que quelqu'un vous fusille du regard. Je suis resté à l'écart pendant la première heure, j'ai regardé, j'ai observé. L'oncle Rick parcourait la salle comme un directeur de campagne, souriant et serrant des mains, racontant à tout le monde à quel point notre famille était unie.
Tante Lise trinquait avec des étrangers et se penchait sur chaque photo comme si c'était son moment. Et Andrew, il avait l'air suffisant, comme s'il était enfin devenu l'homme qu'il avait toujours voulu être jusqu'à ce qu'il me voie. Il s'est figé juste une seconde, puis a affiché un sourire et s'est dirigé vers moi. « Dylan » a-t-il dit, les bras grands ouverts comme si nous étions de vieux amis. Je lui ai fait un signe de tête sec. « Andrew. Content que tu aies pu venir, a-t-il dit. Vraiment content. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde, ai-je répondu. Il a regardé autour de lui nerveusement. Et, écoute. Juste pour mettre les choses au clair. Je ne voulais pas que les choses deviennent bizarres après la fête de fiançailles. Je pense qu'il y a eu un malentendu. Un malentendu? Ai-je répété. Comme dire aux gens que je finançais ton mariage? Son sourire a vacillé. Écoute, ce n'était pas moi, d'accord? C'était maman et papa qui essayaient de donner une bonne image de la famille. Tu sais comment ils sont. J'ai hoché la tête lentement. Bien sûr. Tu n'es pas fâché, n'est-ce pas? A-t-il demandé, la voix basse maintenant. Parce que nous pourrions vraiment avoir besoin d'un moment comme celui-ci. C'est une bonne image pour nous deux. Gagnant-gagnant. C'est là que j'ai réalisé. Il n'avait toujours pas compris. Il ne me voyait pas comme une personne, juste une histoire à raconter. Un succès auquel s'accrocher. J'ai fait un pas de plus. Ne t'inquiète pas, Andrew, ai-je dit. J'ai prévu quelque chose de spécial. Ses yeux se sont illuminés, pensant que je cédais enfin. Vraiment? Vraiment. Et sur ce, je me suis éloigné, retournant à ma place. Retournant à l'enveloppe dans ma poche. Parce que la meilleure partie de reconstruire sa vie à partir de rien, c'est que vous pouvez choisir qui a une place à la table et qui est écarté. Je ne pense pas avoir jamais vu Andrew plus suffisant que lors de la réception de son mariage. Il se déplaçait dans la foule comme s'il était le prince de Monaco, serrant des mains, partageant des blagues d'initiés avec des gens qu'il connaissait à peine, agissant comme si son nom de famille signifiait réellement quelque chose en dehors des murs de ce vignoble. C'était le genre d'événement où les gens ne venaient pas pour célébrer l'amour. Ils venaient pour être vus. Et Andrew aimait ce genre de théâtre. Mais cette nuit-là, je n'étais pas seulement un invité. J'étais l'élément imprévisible qu'il n'avait pas pris en compte. L'enveloppe dans la poche intérieure de ma veste semblait plus lourde de minute en minute. Pas à cause de son poids, bien qu'elle ne soit pas légère, mais à cause de ce qu'elle représentait. À l'intérieur se trouvaient des documents soigneusement imprimés, enveloppés dans une bande nette, glissés dans une épaisse pochette en papier portant un simple logo. Pas de fioritures, pas de drame, mais il causerait les deux. Et la meilleure partie, je n'étais pas venu seul. C'est quelque chose que personne dans ma famille n'a jamais pensé à demander. En qui ai-je confiance? Pour eux, la confiance était transactionnelle. Vous faisiez confiance aux personnes qui pouvaient vous offrir quelque chose. Vous vous aligniez sur ceux qui rehaussaient votre image. Mais pour moi, la confiance n'était pas une question de gain. C'était une question de vérité. C'était une question de loyauté construite dans des endroits sombres et silencieux. Autour d'un café à 3 heures du matin après une présentation ratée, lors de livraison de pizza pluvieuse quand vous prêtez de l'argent pour l'essence à quelqu'un sans demander, dans ce bureau de start-up miteux en sous-sol quand nous avons failli abandonner mais ne l'avons pas fait. Ce sont ces personnes que j'ai appelées. Certaines d'entre elles étaient au mariage, pas en smoking, pas sur la liste des invités, mais elles étaient là. Voyez-vous, quand vous partez de rien, vous apprenez à travailler en coulisses. Vous apprenez à vous déplacer sans être remarqué jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et plus important encore, vous apprenez à identifier les leviers, où ils se cachent, comment les manier et quand frapper. Les semaines qui ont précédé le mariage n'ont pas seulement servi à ruminer la colère ou à élaborer des répliques intelligentes. J'ai utilisé ce temps pour faire ce que je fais de mieux, des recherches. Je ne suis pas allé chercher des scandales parce que j'avais besoin de vengeance. J'ai cherché parce que j'avais besoin de comprendre à qui j'avais affaire. J'avais besoin de savoir jusqu'où allait la pourriture. Il s'est avéré qu'Andrew avait des secrets. Bien sûr qu'il en avait. Le mariage coûtait plus de 75 000 $, malgré ce que l'oncle Rick prétendait sur le fait de rester chic mais abordable. Le lieu lui-même coûtait plus que le loyer annuel de la plupart des gens. Le code vestimentaire était tenu de soirées facultatives,
mais l'attente était très clairement tenue de soirées obligatoires. Il y avait des cocktails signatures nommés d'après le couple, un groupe de jazz en direct, un photomaton avec une enseigne au néon de marque, des fleurs importées. Tout cela aurait dû être un signal d'alarme en soi, surtout compte tenu du modeste salaire d'Andrew à la compagnie d'assurance, mais personne dans la famille ne s'est posé de questions. Ils ont simplement supposé que l'argent venait de moi. C'était leur erreur. Ils comptaient sur mon silence. Mais je parle quand c'est important. J'ai appris d'une connaissance commune, quelqu'un qui travaillait avec Andrew à la firme, qu'il proposait des opportunités d'investissement à ses collègues depuis 1 an, leur disant qu'il avait un accès privilégié à une start-up, ma start-up, d'ailleurs, et que s'ils entraient maintenant, ils verraient des retours dans les 6 mois, au minimum. Ce n'était même pas subtil. Il utilisait mon nom. Il montrait aux gens mes coupures de presse, faisait des captures d'écran de mon LinkedIn, citait des statistiques d'articles dans lesquels j'étais apparu, leur disait qu'il avait une ligne directe avec moi, que je lui faisais confiance, que nous étions pratiquement cofondateurs. Le clou du spectacle, c'est qu'il avait déjà récolté près de 60 000 $. Ce n'était pas assez pour couvrir tout le mariage, mais ça lui donnait la marge de manœuvre pour réserver les prestataires et prétendre qu'il payait de sa poche. Le reste provenait de promesses silencieuses faites aux amis de l'oncle Rick. Des hommes d'affaires qui pensaient acheter des parts dans la prochaine licorne technologique. Des hommes qui supposaient que si le neveu de Rick était le cerveau, toute l'affaire devait être légitime. Le mensonge était si propre, si plausible que personne n'a sourcillé, sauf moi. Alors, j'ai rassemblé les reçus, tiré les relevés, contacté mon équipe juridique et leur ai fait examiner les affirmations. Nous ne voulions pas encore engager de poursuites judiciaires, mais nous voulions être prêts. J'ai même appelé l'un des investisseurs. Appelons-le Marc. Marc était un promoteur immobilier de niveau intermédiaire avec un comportement étonnamment aimable. Je m'attendais à de l'arrogance, mais j'ai eu affaire à un homme qui semblait sincèrement dupé. Il m'a dit que vous preniez d'abord les investisseurs amis et famille, a dit Marc. La ronde de financement était déjà à moitié pleine et je devais agir vite. Combien lui avez-vous donné ? 25 000. J'ai vendu quelques actions. J'ai senti un nœud se former dans mon estomac. Vous réalisez que je n'ai jamais autorisé quoi que ce soit de tout cela. Ai-je dit prudemment. Il y a eu une longue pause. Je le réalise maintenant. Il n'était pas en colère, juste déçu. Et ce sont ces personnes que je ne supporte pas de voir blessées. Celles qui croient trop facilement, qui font trop confiance, celles qui veulent juste faire partie de quelque chose. C'est là que j'ai su que je ne pouvais pas laisser passer ça. Andrew n'avait pas seulement menti à sa famille. Il a menti à des gens comme moi. Des gens qui croyaient en quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Il a transformé leur espoir en son levier, leur rêve en son budget de cocktail. Alors, j'ai demandé des faveurs. J'ai fait en sorte que Marc assiste au mariage, non pas en tant qu'invité, mais en tant qu'accompagnant d'un de mes cofondateurs qui avait répondu à l'invitation à la dernière minute en utilisant un faux nom. Il portait un costume simple, rien de tape à accent grave-l'œil, et il a apporté un dossier. À l'intérieur se trouvaient des copies de tout, des relevés, des courriels, des captures d'écran, des preuves. Nous n'allions pas déclencher une guerre ce soir-là, mais nous allions poser une mine. Et cette enveloppe dans la poche de ma veste, ce n'était pas pour Andrew. C'était pour l'oncle Rick. Car si Andrew était celui qui tissait les mensonges, Rick était celui qui les propageait. C'était lui qui appelait partout après la fête de fiançailles, laissant entendre que Dylan va mettre la famille à l'abri pour la vie. Celui qui disait à tante Lise que je travaillais sur une fiducie familiale. Celui qui disait à son groupe d'amis que j'avais accepté de conseiller leurs entreprises comme une faveur à la famille. Il a instrumentalisé mon silence, tout comme Andrew l'a fait. Alors j'ai attendu. La réception a continué. Des discours ont été faits. Des toasts ont été portés. Le père de Tessa a parlé pendant 20 minutes d'amour et d'engagement. Rick a prononcé un discours bruyant sur l'héritage familial et l'ambition, mentionnant nonchalamment à 2 reprises à quel point il était fier de son neveu, l'entrepreneur. J'ai applaudi comme tout le monde. Puis Andrew a pris le micro. Il a prononcé un court discours répété sur sa rencontre avec Tessa, le fait de tomber amoureux, comment elle a changé sa vie. Il y a eu des rires, quelques waouh, et une pause juste assez longue pour que la tension monte. Et puis il l'a dit. Et je veux remercier tout particulièrement, a-t-il dit en se tournant vers moi.
Mon cousin Dylan. La plupart d'entre vous le connaissent comme le cerveau derrière Signalbox. Et disons simplement que son soutien a été incroyable. Nous ne serions pas là sans lui. La salle a applaudi. Pas moi. Je me suis levé calmement, silencieusement, j'ai traversé la pièce et je me suis approché de la table d'honneur. L'oncle Rick a souri comme un homme sur le point de recevoir un chèque. Je me suis arrêté à côté de lui et j'ai sorti l'enveloppe. Je l'ai glissée sur la table. Pour vous, ai-je dit. Il a cligné des yeux. Qu'est-ce que c'est? Je me suis penché. La preuve. Puis je me suis retourné et je suis parti. Pas de drame, pas de micro lâché, pas de cri, mais je pouvais sentir les yeux me suivre. Rick a ouvert l'enveloppe. Je n'avais pas besoin de le voir. J'ai su au moment où il a lu la première page. Son visage a perdu toute couleur. Il a feuilleté la pile plus rapidement, désespéré. Andrew s'est penché pour essayer de lire. Rick a repoussé sa main d'un coup sec. Tessa avait l'air confuse. Tante Lise avait l'air inquiète. Mark observait depuis l'autre bout de la pièce, les bras croisés. Et moi? Je suis sorti, j'ai respiré l'air frais de la nuit, parce que parfois la vengeance n'est pas bruyante. C'est le moment où il réalise que le jeu est terminé et que vous êtes déjà parti. Le son des guirlandes lumineuses qui bourdonnaient au-dessus de ma tête et des verres de champagne qui s'entrechoquaient derrière moi s'est estompé alors que je sortais dans l'air nocturne du vignoble. Le silence là dehors était paisible, trop paisible pour ce qui se tramait à l'intérieur. Je suis resté dehors quelques minutes, juste assez de temps pour que l'enveloppe fasse son effet. Je n'avais pas besoin d'assister à la première détonation. Ce n'était pas le but. J'avais déjà vu comment l'oncle Rick réagissait quand quelque chose ne correspondait pas à son récit. Cette fois, il n'y aurait pas de moyen de s'en sortir en charmant. Pas de blague à double sens, pas de manipulation, car cette fois, je n'avais rien laissé à l'interprétation. Le dossier que je lui ai remis n'était pas seulement une vague preuve. C'était un portfolio complet. Chaque affirmation frauduleuse qu'Andrew avait faite, chaque fausse promesse signée en mon nom, chaque mensonge transmis par Rick pour s'assurer une influence commerciale dans son propre cercle social. Il y avait même une lettre polie de mon avocat, tapée dans un langage clair et professionnel. Ceci n'est pas une mise en demeure formelle, ni encore un avis d'action en justice. Cependant, si la fausse déclaration financière et la diffamation de M. Dylan se poursuivent au-delà de la date de livraison, ou s'il est constaté que M. a subi un préjudice de réputation supplémentaire à la suite des fausses déclarations de M. Andrew Cartwright, vous recevrez une correspondance juridique supplémentaire de notre cabinet. C'était élégant, indéniable, irréfutable. Au moment où je suis rentré, je n'ai pas eu besoin de dire un mot. Je pouvais le voir sur leur visage. Andrew était pâle et en sueur, son bras agrippé fermement au dossier de la chaise de Tessa, qui s'éloignait maintenant visiblement de lui. Ses parents se tenaient à l'écart, chuchotant, leurs expressions oscillant entre la confusion et une horreur naissante. L'oncle Rick était assis, figé, feuilletant les dernières pages encore et encore, comme s'il espérait que quelque chose avait changé. Rien n'avait changé. Mark, l'investisseur qui avait été trompé par Andrew, s'est dirigé vers la table avec mon quai fondateur à ses côtés. Ils se sont présentés calmement, poliment. Mark a même souri en parlant. « Bonjour encore, Andrew », a-t-il dit. « Drôle de vous voir ici. » Andrew s'est levé trop rapidement et a renversé son verre. « Mark, je peux expliquer. » « Pas la peine, » a dit Mark en levant la main. « Je ne suis pas ici pour discuter. Je voulais juste vous faire savoir que j'ai entamé la procédure de dépôt d'une plainte pour fraude auprès de la SEC et que mes avocats préparent des poursuites civiles. Vous aurez bientôt de leurs nouvelles. J'attends la restitution complète des 25 000 $ que je vous ai donnés sous de faux prétextes, plus des dommages et intérêts. » Andrew a regardé son père comme un enfant cherchant la permission de pleurer. Mais Rick ne faisait même plus semblant d'aider. Il était assis, bouche bée, son empire de fumée et de miroir s'effondrant sous ses yeux. C'est le truc avec les gens comme lui. Ils vont bien tant qu'ils contrôlent le récit, mais enlevez-leur leur script, et ils sont perdus. Rick, a continué Mark en se tournant vers lui. Vous vous êtes porté garant pour votre fils. Vous avez dit que Dylan soutenait personnellement l'investissement. Vous avez dit à ma femme, lors d'un dîner, que vous aidiez à structurer le calendrier de paiement. Rick a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti.
Ne vous inquiétez pas, a ajouté Marc, vous recevrez également une copie du dépôt de plainte. Juste une formalité. La pièce était silencieuse. Pas de musique, pas de bavardage. Même le personnel de service s'était arrêté au bord de la salle, comme s'ils savaient qu'ils assistaient à quelque chose de délicat et d'explosif en même temps. Et puis je me suis approché d'Andrew. Il transpirait maintenant, son costume cher ne cachant en rien sa petitesse. Il a ouvert la bouche, probablement pour plaider, mentir ou tourner en rond, mais je l'ai interrompu d'une seule main levée. Je ne suis pas venu ici pour ruiner votre mariage, ai-je dit, calme et posé. Je suis venu ici pour vous empêcher de ruiner la vie d'autres personnes. Vous auriez pu simplement m'appeler, a-t-il balbutié. Je l'ai fait, ai-je répondu. Vous m'avez ignoré. Puis vous avez menti à mon sujet. Puis vous avez essayé de profiter de moi. Ses yeux se sont tournés vers les invités qui étaient maintenant visiblement mal à l'aise, faisant semblant de ne pas écouter, mais sans succès. Et pourquoi? Ai-je demandé. Un mariage? Une séance photo? Vous avez utilisé mon nom et mon silence pour vendre un mensonge à des investisseurs? À Tessa? À votre propre famille? Tessa l'a regardé alors. Pas de la façon dont quelqu'un regarde l'homme qu'il aime. De la façon dont quelqu'un regarde un tableau brisé dans une galerie, se demandant comment il a pu y voir de la beauté. Je ne voulais pas. A-t-il commencé. Vous pensiez chaque mot, ai-je dit. Vous ne pensiez juste pas que j'allais parler. Il a essayé de faire un pas vers moi, mais Tessa s'est levée de son siège et s'est interposée entre nous. Elle ne l'a même pas regardé. Elle s'est tournée vers moi. Dylan, a-t-elle dit doucement. Je n'avais aucune idée. Je le jure. Je sais, ai-je dit. Je l'ai vu sur votre visage à la seconde où vous m'avez cherché. Elle a hoché la tête, se tenant les bras. Nous parlerons, a-t-elle dit, plus pour elle-même que pour lui. Avant de s'éloigner, pas vers ses parents, pas vers la foule, mais vers la sortie. Andrew a fait un pas tremblant après elle, mais s'est arrêté. Personne n'a bougé pour l'arrêter, mais personne n'a bougé pour l'aider non plus. Le DJ, ne sachant que faire, a doucement relancé la musique, mais l'illusion était brisée. Les toasts étaient terminés. L'ambiance était empoisonnée. Un par un, les gens ont commencé à partir. Certains ont donné des excuses polies. D'autres sont partis sans un mot. Quelques-uns m'ont fait de discrets signes de tête de compréhension en passant, bien que personne n'ait osé me parler à voix haute. Pas maintenant. En 30 minutes, la réception de mariage s'est réduite à quelques parents gênés et hariques. Assis maintenant à la table du coin, seul, vaincu, fixant son verre de whisky intact. Je suis passé près de lui une dernière fois, m'arrêtant juste assez longtemps pour qu'il me remarque. Vous avez provoqué cela vous-même, ai-je dit. J'ai gardé mes distances pendant des années. Vous n'avez tout simplement pas voulu laisser les choses en paix. Vous nous avez humiliés, a-t-il dit amèrement, la voix basse. Non, ai-je répondu. Vous vous êtes humilié vous-même. J'ai juste arrêté de vous couvrir. Je n'ai pas attendu de réponse. Il n'y en aurait pas. La semaine suivante, les choses ont évolué rapidement. Andrew a été mis en congé de sa compagnie d'assurance le lendemain du mariage. Le vendredi, il était licencié. Il s'est avéré que quelqu'un avait divulgué l'incident du mariage à l'équipe juridique de l'entreprise. Entre l'enquête active pour fraude et le procès potentiel de Marc, il ne pouvait pas se permettre de le garder. Sa biographie d'employé a disparu du site web du jour au lendemain. Tessa a déménagé de leur appartement commun à la fin du mois. Je ne lui ai plus parlé après le mariage, mais j'ai reçu une carte de remerciement par la poste quelques semaines plus tard. À l'intérieur se trouvait un message simple, « Merci de m'avoir montré la vérité. J'ai failli construire mon avenir sur un mensonge. » Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien d'autre à dire. Quant à l'oncle Rick, sa réputation a subi le plus grand coup de tous. Il s'est avéré que les investisseurs auprès desquels il s'était vanté étaient moins qu'enthousiastes lorsqu'ils ont découvert que son neveu entrepreneur ne soutenait rien. Au moins 2 d'entre eux se sont retirés de coentreprise avec lui. En un mois, des rumeurs ont commencé à circuler. Son nom est devenu de la boue dans leur cercle d'affaires. Un de ses partenariats les plus anciens s'est discrètement dissous. Sa franchise de garages automobiles est toujours debout, mais pas intacte. Les gens parlent,
les clients écoutent. La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il avait considérablement réduit ses activités. Ma mère m'a demandé si je regrettais quoi que ce soit. Pas de manière critique, juste une voix de mère. Là c'est inquiète. Je lui ai dit la vérité. Je regrette de l'avoir laissé durer si longtemps. Elle n'a pas insisté après ça. Je pense qu'au fond de son cœur, elle savait que cela couvait depuis longtemps. La vie a continué. Mon entreprise a continué de croître. Nous avons décroché un contrat gouvernemental 6 mois plus tard qui a presque triplé notre valorisation. J'ai embauché plus de gens, agrandi les bureaux, pris soin de l'équipe qui était là depuis le premier jour. Ceux qui m'ont soutenu quand je n'avais rien d'autre que des idées et une montagne de factures impayées. Et je n'ai plus jamais livré une seule pizza. Mais parfois, tard dans la nuit, je pense encore à ces années. Les longs services, les regards des gens qui pensaient m'avoir cerné, le silence des gens qui étaient censés me soutenir, et comment j'ai survécu à tout cela. Pas en criant, pas en me prouvant sans cesse, mais en restant silencieux jusqu'à ce que je ne le sois plus. Parce que parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire n'est pas de crier. C'est de sourire pendant qu'ils vous sous-estiment, puis de regarder tout leur château de cartes s'effondrer.